Crypto et NFT. Crypto et NFT de 0 à héros. Numéro 1, Bitcoin, c'est quoi? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Avant de commencer, on a un petit Discord qui existe, premier lien dans la description, on discute de crypto, de NFT, tout ça tu connais, tu peux nous rejoindre et comme ça on peut apprendre tous ensemble, que ce soit des nouveaux projets, se donner des idées sur des stratégies de dégénérer, le yield farming, tout ça tu connais. On peut donc commencer maintenant tout de suite donc sur cette nouvelle vidéo de la série de 0 à héros dans les cryptos. L'objectif c'est tout simplement que tu commences, tu n'y connais absolument rien, hein. Genre du tout le Bitcoin, tu l'appelles ça le Bitcorn, l'Ethereum tu dis l'Ethereum, tu sais pas trop de quoi tu parles et l'objectif c'est que à la fin, c'est-à-dire dans quelques semaines quand j'aurai une dizaine d'épisodes sur cette série, tu sois là et tu puisses dire à tes potes, ok du coup moi je vais investir donc dans le Phantom, on va faire de la DeFi sur Phantom, on va investir dans le Boo et on va faire du compounding, tu vois, histoire que tu comprennes un petit peu ce que tu fais, ou aussi aller parler de NFT. Maintenant, je me rends compte que j'ai fait pas mal de blabla, on va commencer tout de suite. Le Bitcoin, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée. Hein. J'imagine que tu le sais, hein, c'est pas un fait si complexe que ça à comprendre ou à connaître. C'est quelque chose qui est même d'ailleurs assez connu. Et du coup, la question qui est peut-être un petit peu sous-jacente, c'est à quoi sert le Bitcoin et pourquoi il a été créé. L'objectif premier du Bitcoin, c'était en fait de permettre d'avoir des échanges de valeurs qui soient sécurisés et qui en fait soient infalsifiables. C'est-à-dire que ton échange, à partir du moment là où il est réalisé, on ne peut pas revenir en arrière. Il est écrit quelque part, ici dans la blockchain, et personne ne peut venir avec sa petite gomme effacer ta transaction. Non, elle est faite, elle est là. L'autre chose très importante à retenir, c'est que l'idée derrière, c'est que n'importe qui peut se créer un compte, c'est-à-dire un wallet, ou portefeuille en français, qui va contenir des crypto-monnaies. Ici, du Bitcoin pour le cas présent, hein, vu qu'on va que parler du Bitcoin dans cette vidéo. L'objectif, c'est donc que n'importe qui peut créer son wallet, détenir des crypto-monnaies, ici du Bitcoin, et pouvoir faire des transactions. Mais que personne ne puisse décider de stopper ces transactions-là. C'est-à-dire que là maintenant, tout de suite, si toi tu veux faire une transaction, je sais pas, tu veux retirer des sommes importantes sur ton compte en banque, ou alors il y a l'argent qui circule, la banque peut décider, elle peut freeze ton compte. Pour une raison à sa propre discrétion, tout simplement parce qu'elle a des doutes d'où provient ses fonds, parce qu'il y a plein de lois anti-money laundering, anti-blanchiment d'argent, tout ça qui permettent en fait à la banque d'avoir un énorme pouvoir sur tes fonds et de pouvoir dire du jour au lendemain, écoute tes fonds là, moi ça m'a l'air un petit peu douteux, j'ai envie de les bloquer. Et toi, par rapport à ça, en fait, t'as rien. T'as pas de... Enfin, si tu peux faire des recours, tout ça, mais si ton argent est bloqué, ton argent est bloqué. Si ta banque, elle dit tu peux pas dépenser ta thune avec ta carte de crédit, c'est fini, t'es bloqué, tu vois. L'objectif de Bitcoin, c'est d'avoir quelque chose là où il n'y a pas en fait de leader derrière, là où il n'y a pas une personne morale, pas morale, mais une personne physique qui peut décider, ou morale d'ailleurs, ça le fait aussi, qui peut décider de dire, écoute ta transaction là, je pense elle est douteuse, on va la bloquer. Non. La stratégie de Bitcoin, c'est tout simplement de permettre à n'importe qui de pouvoir créer son wallet, de pouvoir faire des transactions et de n'avoir personne au-dessus de lui qui pourra lui dire cette transaction-là a le droit d'être exécutée ou pas. C'est ça la philosophie qu'il y avait derrière Bitcoin en 2008 quand Satoshi Nakamoto, c'est le bonhomme qui a créé le Bitcoin, l'a créé, a posté en tout cas sur les forums et a expliqué un petit peu le fonctionnement là derrière. C'est vraiment lui du coup qui a eu toutes ces idées et qui a permis le développement du projet. Évidemment, il y a de bonnes chances que le bonhomme n'était pas seul, mais on n'a pas encore tous les mots de l'histoire, le mec est totalement anonyme, ou plutôt pseudonyme, et le dernier message que ce bonhomme a posté, il date de 2010 ou 2011. Autant te dire qu'il s'est déjà passé un petit peu de temps. Alors le bonhomme évidemment il est pas fou, hein. Dans son système il a prévu plusieurs choses en place et on va les voir au fur et à mesure de la vidéo. La première chose c'est déjà qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins qui seront jamais créés. Il n'y aura jamais 22 millions de bitcoins, c'est totalement impossible, le code est écrit, tout le monde peut le consulter, il est public, il n'y aura que 21 millions de bitcoins qui seront créés. Actuellement on en a 19 millions donc qui ont été créés, mais on va seulement en avoir 15 millions en circulation, c'est-à-dire utilisables. Pourquoi? Parce que Satoshi Nakamoto en a environ 1 million sur ses comptes, ces différents comptes que lui possède, qui n'ont pas été touchés depuis 2010. Du coup, il y a de très bonnes chances que l'accès à ces comptes-là, en fait, soit n'existe plus, soit si en fait il y touche un jour,
tout s'effondre, et si ça s'effondre, bah malheureusement lui il pourra pas cash out, du coup c'est pas dans son intérêt. Théorie des jeux, tu retiendras, ce sera très important pour plus tard. Et ensuite on a aussi environ 3 millions de bitcoins qui ont été perdus à travers le temps, notamment au tout début quand le bitcoin ne valait absolument rien, que les bonhommes ne savaient pas qu'il fallait sauvegarder sa passphrase, ce genre de choses là. Et ben pour ces raisons là on a perdu énormément de bitcoins. Évidemment c'est une estimation, on n'aura jamais le compte exact. Voilà. Maintenant, toi, tu te demandes peut-être, du coup, bah, comment ça fonctionne, comment c'est les transactions, du coup, comment ça marche. Exactement comme quand tu vas faire un achat ou une vente sur PayPal, tu vas avoir un système très simple. La blockchain, en fait, ça va... Ouais, nickel, j'ai cliqué là-dessus. Ça va fonctionner avec un système d'adresse. C'est-à-dire que chaque personne... Enfin, chaque wallet, donc chaque portefeuille, c'est-à-dire une adresse, va posséder une certaine quantité de Bitcoin à un instant T. Par exemple, à l'instant T, la valette numéro 1 a 2 bitcoins, la valette numéro 2 a 2 bitcoins. Ok? Jusque là, tout va bien, c'est comme un portefeuille classique, c'est comme un compte PayPal. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la valette 1 va dire « Je veux envoyer 1,5 BTC à valette 2 ». Et le deuxième valette, il fait absolument rien, il bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? On va donc enlever 1,5. On va d'abord vérifier que la valette qui essaye d'envoyer, elle possède bien les bitcoins. Hein. Ce serait un petit peu con d'envoyer de l'argent que tu n'as pas. C'est tout simplement impossible. Donc, on va lui retirer ses bitcoins. Elle n'aura plus que 1,5 bitcoin, 0,5 pardon. Et l'autre va recevoir donc 2 plus 1,5 est égal à 3,5 BTC dans le cadre là. Alors, il n'a pas kiffé mon orthographe, du coup, 3,5, voilà. J'ai dit 3,5, s'il te plaît, merci. Voilà, du coup, 3,5 et lui, merde, 0,5. Petit détail, il préfère le point par rapport à la virgule. Je ne savais pas ça sur Notion. Fun fact. Du coup, là, tu as une transaction qui s'est passée. Maintenant, pour les prochains blocs, tant qu'il ne se passe rien, eh bien, la transaction, enfin, l'état de la blockchain, en fait, va rester à cet état-là. Et c'est impossible de revenir en arrière pour venir modifier ce qui s'est passé. Et en fait, par rapport à ça, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines... Je raconte n'importe quoi, moi. Il y a des millions en fait de wallets qui existent avec des gens qui possèdent des crypto-monnaies et qui sont des échanges entre eux. C'est ça le réseau Bitcoin. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est rien de plus qu'un cahier de compte avec un bonhomme qui envoie de l'argent à un autre, sauf que c'est sécurisé de façon cryptographique. Et on va venir sur la façon dont c'est sécurisé là maintenant tout de suite, du coup dans la deuxième partie. Quand tu envoies de l'argent à une personne, on appelle ça une transaction. C'est la seule chose qui est possible de faire avec Bitcoin. On parlera plus tard d'Ethereum, donc dans une autre vidéo. Là, on pourra rajouter des conditions aux transactions et surtout du code, parce que c'est là que ça commence à devenir marrant. Mais pour le moment, on reste sur la base. Le Bitcoin, c'est tout simplement envoyer une certaine somme de Bitcoin d'une adresse à une autre. Du coup, pour faire ça, en fait, il faut que tu payes des frais. Les frais seront payés en Bitcoin au niveau du réseau et ils vont permettre en fait à des mineurs ou des validateurs, comme on peut les appeler, de vérifier qu'une transaction peut avoir lieu, du coup qu'il y a un montant minimum sur le compte, un montant supérieur en tout cas à ce que tu veux virer, plus pour réaliser la transaction et l'inscrire dans la blockchain. Pour valider ce bloc, eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre, enfin, on va avoir un certain nombre de transactions par bloc, et pour valider ces transactions-là, on va valider le bloc. Le bloc, en fait, il est validé par la résolution d'une équation complexe. C'est ça le truc que tu as déjà entendu, on t'a dit le Bitcoin ça pollue, c'est pas bien le Bitcoin, tout ça. Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a pas mal d'ordinateurs à travers le monde qui essayent de résoudre des équations pour valider ces transactions-là. Si les transactions ne sont pas validées, les transactions ne passent pas, du coup il n'y a pas d'échange d'argent et ça on ne veut pas. Quand tu envoies de l'argent, tu as envie qu'il arrive, normal, et tu as aussi envie qu'il parte. Enfin ça dépend de ta situation financière, mais en général quand tu veux faire une transaction, tu as envie qu'elle passe, voilà. Sauf quand c'est pour payer le loyer, mais ça c'est une autre histoire. Du coup c'est ça ce qu'on va appeler le proof of work, ça va être des ordinateurs qui vont travailler, essayer de résoudre des équations plus ou moins complexes pour en fait valider ces transactions là. Il n'y aura qu'une seule solution qui existe par équation et cette solution là elle est vérifiable par tous les ordinateurs. C'est ça ce qui va faire en sorte que tout le monde en fait peut avoir la vérification pour être sûr que ça va être tel ordinateur là qui à tel instant T a trouvé la solution et tout le monde peut vérifier que cette solution là c'est bien la solution la plus évidente et celle qui va bien fonctionner.
pour résoudre ces équations-là, il n'y a pas de secret, on va faire du brute force. C'est-à-dire qu'on va tester toutes les combinaisons possibles. On va tester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça fonctionne pas, on va tester A, B, C, D, E, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf qu'on n'est pas sur des solutions avec simplement un chiffre, une lettre. On est sur des solutions beaucoup plus complexes avec des dizaines, voire oui, des dizaines de caractères, tu vois. Du coup, on est sur des trucs beaucoup plus compliqués. Voilà. Maintenant, tu te dis, mais pourquoi quelqu'un s'amuserait à faire travailler son ordinateur, du coup à le détruire, pour permettre de valider des transactions? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un incentives derrière. Alors, incentives, on va juste chercher la traduction en français parce que parfois je me perds là-dedans. Traduction. Une incitation, ouais, mais c'est horrible comme mot, ouais. Une incitation, une motivation, une récompense, une carotte. Ouais, oui, une carotte, oui. Parce qu'il y a une incitation, si tu veux, une récompense qui va tomber derrière pour les bonhommes qui vont valider les transactions. En effet, il y a une certaine quantité de bitcoin qui va être rétribuée à l'ordinateur qui va trouver la solution à l'équation, plus les frais qui sont payés par les différents utilisateurs vont être redistribués aux bonhommes qui ont validé la transaction. Stylé, ce qui est comme ça que le système fonctionne. Si on n'avait pas d'incentives derrière, du coup de récompense, bah personne se dirait je vais m'amuser, je vais prendre mon ordinateur, je vais le faire travailler, on va faire des fermes de minage et... Ah bah non, il n'y a pas de reward derrière, pourquoi je ferais ça? Ah bah si, en fait on est payé pour le faire. Du coup c'est pour ça que les gens en fait s'amusent à acheter des ordinateurs, s'amusent à rajouter de la puissance de minage en fait, tout simplement pour avoir plus de chances de valider une transaction. C'est un métier. C'est plus compliqué que ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je pourrais pas te renseigner là-dessus, hein, j'y connais absolument rien, mais c'est quelque chose qui existe et c'est comme ça que ça fonctionne en fait pour valider les transactions. Ensuite, j'aimerais qu'on voit quand même quelques concepts derrière le Bitcoin. La première chose à savoir, c'est que le Bitcoin, c'est quelque chose de déflationniste. Et oui, contrairement à la monnaie fiduciaire classique, là où par exemple les States peuvent décider d'imprimer autant de thunes qu'ils veulent, sachant que dans les 2 dernières années, si je dis pas de conneries, et je pense que je ne dis pas de conneries, il y a au moins 50% de la monnaie fiduciaire, donc du coup du dollar, qui a été imprimé dans les 2 dernières années. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait x2 au niveau de ta net worth sur les 2 dernières années, tu as perdu de l'argent, en tout cas du pouvoir d'achat, pas de l'argent directement. Voilà. Chose très très problématique, c'est tout simplement que, en fait, toi et moi, sur la monnaie classique, on n'a absolument aucun pouvoir. On ne peut pas gérer les émissions, c'est-à-dire la quantité de nouvel argent, du coup de dollars ou d'euros qui rentre en circulation. Tout ça, on n'a pas le pouvoir dessus, on ne peut pas le gérer. Par contre, le Bitcoin, on sait très clairement, c'est écrit dans le code, c'est immuable, ça ne changera jamais. On a un protocole, enfin pas un protocole, mais on a un schéma, on a un fichier Excel qui nous dit que en fait, de telle date à telle date, on va avoir une émission de X Bitcoin, de telle date à telle date, on va avoir une émission de X Bitcoin, et tu vois que en fait, on a des réductions à certains endroits. Je vais juste te le mettre en gros, histoire que tu puisses un petit peu mieux voir. Voilà, tu vois qu'on a des réductions à certains moments. Et ben ça veut dire que en fait ces réductions là, si tu veux, c'est ce qu'on appelle les halving days. C'est à partir de ces moments là qui en général sont des catalystes pour lancer les bull runs qu'on a pu voir du coup dans les années précédentes. C'est pas totalement exact ce que j'ai dit à l'instant, ça va pas être en fonction de certaines dates, ça va être en fonction d'une certaine quantité de bitcoin qui va être minée. C'est-à-dire que quand tu mines une certaine quantité, par exemple ici quand tu vas miner une certaine quantité, en fait, c'est là qu'on va avoir du coup cette réduction là, comme tu peux le voir directement sur le graphique là. Voilà, à certaines quantités, on a une réduction et l'émission du Bitcoin va tendre vers 0 et me semble ça avait été calculé. À l'heure actuelle, c'est estimé qu'on arrêtera de produire du Bitcoin en 2140. Alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe en 2140? On n'a plus d'incentives. Et si jamais, bien sûr qu'on a encore des incentives, c'est tout simplement les frais que les gens vont payer. Et également le fait que le Bitcoin sera assez élevé, tout simplement pour que, en tout cas, on espère que le prix du Bitcoin sera assez élevé pour permettre à cette activité d'être encore rentable pour les gens qui vont la pratiquer. Voilà. Une autre chose, la difficulté de l'équation à résoudre pour valider un bloc, elle va s'adapter au pouvoir de calcul du réseau. Le pouvoir de calcul du réseau, ça va tout simplement être la somme du pouvoir de calcul en fait de tous les ordinateurs qui vont travailler sur ce réseau-là. Plus il y a d'ordinateurs qui essayent de résoudre l'équation, plus le réseau est sécurisé. Parce qu'on va pas pouvoir en fait on va pas pouvoir dire, si tu veux, on va...
comment expliquer ça? On va être dans quelque chose qui est extrêmement décentralisé. Alors la décentralisation, c'est un concept qu'il faudrait expliquer plus en détail, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne, un seul ordinateur qui va avoir la main sur la décision qui va être prise de valider ou de ne pas valider un bloc. En fait, tu ne sais pas quel ordinateur va valider le bloc, du coup, tu fais confiance à cet ordinateur-là pour en fait valider les transactions qui sont en attente dans ce bloc-là. Un autre point qui est très important, c'est que le fondateur de Bitcoin est anonyme, on ne sait pas qui c'est. Du coup, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de problème et il y a encore moins de drama. Je te dis ça tout simplement parce que hier il y a eu un souci, on s'est rendu compte qu'un bonhomme qui gérait la trésorerie de Time, eh ben c'était un bonhomme qui avait un passé de criminel, qui avait déjà volé quelques centaines de millions par-ci par-là, qui avait fait du trafic de cartes d'identité, ce genre de choses, pas très cool, et on s'est rendu compte que ce bonhomme là, en fait il gérait la trésorerie de 800 millions de Time, voilà. Comme ça, du jour au lendemain. Du coup, effectivement, le fait que le fondateur soit totalement anonyme et qui, a priori, est hors jeu, tout simplement parce qu'on n'a pas de nouvelles de lui, c'est une très bonne nouvelle pour Bitcoin, parce que le fondateur ou l'équipe qui est derrière, eh ben, tout simplement, ne peut pas impacter positivement ou négativement son avenir. C'est posé, c'est écrit, c'est dans la blockchain, c'est immuable, ça ne bougera pas. On a donc la blockchain la plus pure qui existe. Ouais, t'as vu cet enchaînement? Du coup, on a aussi un autre point qui est très intéressant et qui explique pourquoi de plus en plus on va avoir des gros fonds d'investissement et des banques qui essayent de rentrer dans le Bitcoin, tout simplement parce que c'est la crypto-monnaie qui à l'heure actuelle a assez de liquidité, du coup assez de possibilités en fait pour être achetée sans avoir un impact trop important sur le cours par rapport aux autres crypto-monnaies. Et oui, on a une market cap d'environ 600 millions pour le Bitcoin, ça veut dire que la quantité de Bitcoin actuellement en circulation multipliée par le prix du Bitcoin, ça représente environ 660 millions de dollars. C'est quelque chose qui change en permanence. Ne prends pas mes mots là-dessus, c'est là maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Et toi, quand tu vas regarder ça, ce sera peut-être plus, je l'espère, ou ce sera peut-être moins. C'est totalement possible. Ensuite, l'autre point et le dernier pour cette vidéo, c'est que le Bitcoin commence quand même à être sacrément adopté partout dans le monde. Notamment, il est devenu monnaie légale au Salvador et dans différents pays, on a quand même plus de législation, de légalisation ou encore de la création d'un cadre juridique pour pas mal de pays. Du coup, ça permet vraiment à énormément de monde, si tu veux, d'avoir accès à cette crypto-monnaie-là. Et je pense que on est quand même encore assez early parce qu'on a quand même pas mal de pays qui essayent encore de combattre le Bitcoin avant tout simplement de se rendre compte que le Bitcoin malheureusement c'est décentralisé et du coup une monnaie fiduciaire, les States, la Fed et tout ça, en fait ils n'ont pas la main dessus, ils peuvent absolument rien faire. Si les gens ont envie d'utiliser du Bitcoin, ils peuvent utiliser du Bitcoin. C'est possible de le rendre illégal, mais les gens vont utiliser des VPN ou alors vont tout simplement aller dans les pays qui n'empêchent pas l'utilisation du Bitcoin. Du coup, c'est à moins que toute la Terre entière décide du jour au lendemain de bannir le Bitcoin, ce qui n'arrivera absolument pas, simplement parce que la théorie des jeux va avantager les pays qui vont l'autoriser, eh bien c'est bullish pour le Bitcoin. Sur ce, je te remercie de ton attention de cette vidéo, surtout si tu as regardé jusqu'au bout. Je pense que elle était peut-être pas forcément très digeste, il y avait énormément de concepts compliqués. Promis, la prochaine vidéo, on fait Ethereum et après, on attaque dans le dur avec la création d'un compte sur Binance, histoire que tu puisses comprendre comment ça fonctionne et acheter tes premières crypto-monnaies. Oui, je sais, c'est peut-être pas forcément les trucs les plus marrants à voir là maintenant tout de suite, mais tu seras très content de comprendre comment ça fonctionne le jour là où tu auras une transaction qui passe pas, ou alors le jour là où tu te poseras la question de savoir comment ça fonctionne. Tout simplement parce que la base, ça reste la base. Sur ce, je te dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!